Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire qui est consacré au cancer. Donc là, on est aussi dans le cadre de la campagne Octobre Rose, hein, qui vise à sensibiliser la population au cancer du sein notamment. D'ailleurs, j'ai une petite remarque à ce sujet en ce qui concerne le cancer du sein, qui peut concerner aussi les hommes, hein, parce que j'en ai été témoin avec un ami de mes parents qui a eu un cancer du sein. Donc ça arrive aussi aux hommes. Voilà, et donc heureusement, il a été soigné à temps et il est aujourd'hui guéri. Mais c'est vrai que le cancer concerne vraiment toutes les populations. Donc, pour vous dire aussi que ce webinaire est organisé par la FNSEA Centre-Val de Loire, en partenariat avec Malakoff Humanis, et on a une intervenante donc de WeCare Work. Donc aujourd'hui, on vous propose de participer à un webinaire interactif pour savoir comment concilier la maladie et le travail et accéder à des propositions de solutions d'aide au retour à l'emploi. Voilà, et donc je donne la parole à Madame Desarnaud. Bonjour à tous et à toutes. Merci, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet délicat, mais qui a effectivement toute son importance dans le monde du travail, parce que malheureusement, effectivement, de plus en plus de personnes sont concernées, qu'il est important d'en parler pour savoir quoi faire et quoi dire, et puis concrètement, comment être accompagné face à ces différentes situations. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est effectivement différents éléments. Tout d'abord, des éléments de contexte et d'enjeu pour mieux comprendre ce qu'est le cancer et notamment les impacts et les conséquences au travail. Nous verrons ensuite que c'est possible de concilier la maladie et le travail et qu'on a même tous à y gagner. Et puis concrètement, comment on peut faire aux différentes étapes de la maladie. Donc au moment de l'annonce, pendant l'arrêt de travail et puis après au moment du retour. Et enfin, nous verrons les ressources existantes pour vous accompagner, justement de manière un petit peu plus concrète encore. Alors, pour commencer, ce qu'on voulait vous partager, c'est effectivement le contexte de ce mois d'octobre, Octobre Rose, hein, dont on entend beaucoup parler. On voulait vous faire un focus plus large sur les différents cancers qui existent, avec les principaux, les plus fréquents, donc chez la femme, le cancer du sein, justement, et puis chez l'homme, le cancer de la prostate, mais aussi par rapport à vos métiers, à votre secteur d'activité, de faire un focus sur les cancers de la peau, qui représentent 21% des cancers, hein, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, de manière globale, en vous partageant quelques éléments un petit peu plus précis sur le cancer de la peau. Il y a donc deux types de cancers. 90% qui sont des carcinomes, 10% qui sont des mélanomes. Les mélanomes étant effectivement ceux qui ont le plus de danger, mais qui sont du coup les moins nombreux également. Les facteurs de risque, c'est évidemment l'exposition aux UV naturels et puis aussi les UV artificiels, mais donc le soleil, donc un facteur environnemental qui est important, et puis aussi des facteurs individuels là, qui vont vraiment dépendre des antécédents familiaux, du type de peau et puis du système immunitaire également. Et donc, par rapport à ces cancers, la prévention, elle est essentielle parce que ça réduit considérablement le risque, effectivement, de carcinome ou de mélanome. Il y a la protection vis-à-vis du soleil, tout d'abord, évidemment, avec des règles que vous connaissez sur éviter de s'exposer entre midi et 16 heures, de se couvrir le corps, la tête, de rechercher l'ombre, évidemment, et puis mettre de la crème solaire indice 50 régulièrement. Et puis aussi, l'importance du dépistage. On a la chance en France de pouvoir bénéficier d'un système de soins qui nous permet d'avoir des dépistages réguliers. Et donc ne pas hésiter de se rapprocher, d'en parler à son médecin parce que plus tôt c'est dépisté et mieux c'est pris en charge par la suite.
De manière plus large, par rapport au nombre de cancers, justement, on a vu tout à l'heure un peu les différents types de cancers rapidement. Selon vous, combien de personnes sont concernées par le sujet en France et combien de personnes aujourd'hui vont apprendre le diagnostic d'un cancer, tout cancer confondu? Est-ce que c'est plutôt 100 personnes? Est-ce que c'est plutôt 600 ou plutôt 1200? Et donc là, je vous invite à répondre dans le fil de conversation, à me partager à l'oral sinon vos impressions. De mémoire, c'est 1200, il me semble. C'est ça, tout à fait. C'est 1200 personnes qui vont apprendre à peu près ce soir effectivement le diagnostic d'un cancer. Et par rapport au travail, selon vous, parmi ces 1200 personnes, combien sont en activité? Est-ce que c'est plutôt 15%, 30% ou 40%? Voilà, bonne réponse. Une Donc bonne réponse, Claire. 40% qui ont été Ouais, partagés, effectivement. Donc 40% des personnes de bonne concernées réponse. sont en activité. Et ce chiffre, malheureusement, effectivement, augmente de plus en plus, avec notamment les progrès thérapeutiques et puis aussi les incidences, le nombre de personnes concernées qui augmente. Plus largement, ce qu'on voulait vous partager aussi, c'est qu'on est tous concernés, directement, indirectement, au travail ou dans sa sphère privée, mais aussi que le sujet du cancer, le cancer, rentre dans la famille des maladies chroniques. Et ce sujet de la maladie, c'est un sujet qui concerne de plus en plus de personnes actives, puisqu'en 2019, c'est 15% de la population active qui était concernée par une maladie de longue durée. En 2025, le Conseil économique, social et environnemental parle de 25% de la population active. Donc c'est vraiment un enjeu de taille pour les personnes, pour les organisations et puis pour la société de manière générale. Sachant qu'à côté d'une personne malade, il y a aussi un aidant. Et ça concerne un salarié sur 5 aujourd'hui, un salarié sur 4 en 2030. Et donc, ça va forcément avoir un impact, effectivement, sur la vie professionnelle. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de pouvoir en parler et de proposer, en tout cas, de rappeler ce qui existe aujourd'hui pour accompagner les différentes situations. La difficulté avec le sujet du cancer, de la maladie en général, c'est que déjà c'est un sujet intime, très personnel, et que la maladie, elle n'existe pas au travail. On est au travail en bonne santé, on est malade, on part en arrêt de travail pour se faire soigner, et quand on revient, c'est que tout va bien. Sauf qu'on sait que la réalité est bien plus complexe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nombre de personnes concernées augmente. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en parallèle, les progrès thérapeutiques permettent de plus en plus aux personnes de pouvoir concilier vie professionnelle et parcours de soins. Et puis, ce qui est compliqué aussi, c'est que justement, la vie professionnelle, elle n'existe pas toujours dans le parcours des soins. Si vous suivez un traitement, ça va être vos rendez-vous à l'hôpital le mardi à 11 h, le jeudi à 15 h. Et donc, ça peut être compliqué justement de concilier les deux. C'est ça qui rend le sujet difficile, et notamment aussi parce que c'est un sujet qui est peu connu encore, même si on en parle de plus en plus, qui fait peur. Et puis, les conséquences au travail, elles sont souvent invisibles. Les conséquences invisibles de la maladie, des traitements, ça va être les douleurs, par exemple. Ça va être des troubles cognitifs. On parle de difficultés de concentration pour certaines personnes, de troubles de la mémoire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Chemo Brain. On peut entendre aussi parler du Chemo Fog, le brouillard cérébral, effectivement, que peut générer le traitement de la chimiothérapie, notamment. Et qui vont faire effectivement que les conséquences, elles sont bien réelles pour les personnes, mais ce sont des conséquences qui sont invisibles et donc qui ne se voient pas effectivement tous les jours quand on travaille. Et ça va générer ces difficultés, ces conséquences, beaucoup de questions au final chez les personnes concernées, chez les personnes directement atteintes d'un cancer ou d'une maladie. Déjà, est-ce que je dois le dire à mon employeur? À qui?
Si je pars en arrêt de travail pour suivre un protocole de soins, ben, comment ça va se passer au niveau de ma rémunération? Est-ce que je vais pouvoir récupérer mon poste à mon retour? Et puis au moment du retour, comment ça va se passer? Est-ce que je vais retrouver ma place? Est-ce que je vais y arriver? Et puis pour l'entourage professionnel aussi, hein, les managers, les collègues, beaucoup de questions, quoi dire, quoi faire. Bref, ça va être compliqué. Et ces questions, si elles restent en suspens, si on fait, comme on dit, la politique de l'autruche, et ben, ça va générer beaucoup de difficultés. Ça va générer des difficultés pour les personnes concernées tout d'abord, de l'isolement, effectivement, des difficultés bah, financières, hein, effectivement, s'il y a une perte de revenus liée à l'arrêt de travail. Et puis, ça peut même aller jusqu'à la désinsertion professionnelle. Il faut savoir qu'une personne sur trois quitte l'emploi 2 ans après le diagnostic d'un cancer. Donc c'est un chiffre qui est alarmant. Et puis ces difficultés, elles concernent donc les personnes humainement et financièrement, mais aussi l'organisation, l'employeur, hein, effectivement, une perte de talent déjà quand les personnes partent en arrêt, des difficultés aussi organisationnelles, de pouvoir assurer le travail pendant l'absence. Ça peut aussi générer des difficultés relationnelles, justement le fait de ne pas savoir comment s'y prendre, quoi dire, quoi faire. Et puis ça peut générer aussi des éléments importants en termes d'absentéisme, mais notamment l'absentéisme global, hein, effectivement, qui peut être lié notamment à un report de charge, par exemple, pendant un arrêt. Et puis plus globalement, ça va générer aussi des difficultés d'un point de vue sociétal, parce que 25% des actifs concernés par la maladie, c'est potentiellement 25% de personnes qui peuvent avoir des difficultés à se maintenir en emploi. Et on sait que notre système de protection sociale, de sécurité sociale est financé par l'emploi en partie. Et donc, c'est potentiellement ce système qui peut être mis à mal, justement. Et je pense qu'on a la chance en France de pouvoir bénéficier de soins dans des bonnes conditions, contrairement à d'autres pays. Donc, c'est important de pouvoir agir, justement, par rapport à ça. Est-ce que sur ces éléments de contexte, déjà, à ce stade, vous avez des questions ou des réactions, des interrogations ou pas? Et dans ce cas-là, on continue effectivement sur la suite. Pas de questions, de réactions en commentaire? Oui, c'est bon. Ok. Très clair. Alors, on a vu le contexte. On a vu que c'est un sujet complexe qui va générer des difficultés. Mais ce n'est pas une fatalité, puisque concilier cancer et travail, maladie et travail, c'est possible et on a tous à y gagner. Humainement, ça paraît évident, et puis aussi économiquement. On regarde des difficultés que je vous ai partagées. Humainement, pour les personnes, ça permet de conserver le droit, hein, ce droit constitutionnel qui est le travail. Ça permet effectivement de préserver ce lien social et cette utilité sociale liée au travail. Aussi d'avoir du coup des meilleurs revenus et potentiellement une meilleure qualité de vie générale. Pour les employeurs, c'est aussi bénéfique. Humainement, parce que une entreprise qui prend soin de ses collaborateurs, notamment dans les moments de fragilité, je pense que d'autant plus aujourd'hui, l'humain est important. Et la crise sanitaire, pour le coup, je pense, ça fait prendre conscience de l'importance de prendre soin de la santé des collaborateurs à tout moment. Et ça engage fortement aussi les collaborateurs, justement, dans leur travail, les personnes concernées, mais aussi les collaborateurs de manière générale. Et puis, ça a un impact bénéfique aussi sur l'absentéisme, sur notamment le bien-être collectif d'une entreprise bienveillante. Et puis, j'en ai parlé, les bénéfices pour notre système de santé, de notre système de soins également. Et puis, agir pour l'inclusion de la maladie au travail, c'est aussi un enjeu de développement durable, puisque ça répond à différents objectifs
de développement durable des Nations Unies. Donc ça rentre dans sa politique RSE au même titre que l'environnement, donc sur ce volet-là social et humain. Je voulais vous partager 2 vidéos, justement pour partager le fait que nous avons tous à y gagner. Humainement, effectivement, là, je vais vous partager sur notamment les compétences qu'on peut développer face à la maladie, parce que souvent aussi, il y a un certain nombre de préjugés sur la maladie et le fait qu'après la maladie ou avec une maladie, on peut être moins performant au travail. Et ben, l'idée, c'est de faire un peu évoluer le regard justement sur ce sujet-là. Et donc, je vous montre la vidéo. Pendant mes études, j'ai été atteinte d'un cancer. Et finalement, cette expérience, je crois que c'est ma première compétence. C'est une expérience dont paradoxalement nous pouvons sortir grandis de par les énergies qu'elle mobilise, la combativité et cette volonté de vaincre. Dans mon entreprise, nous parlons du cancer. Nous avons libéré la parole pour mieux intégrer les malades. La compétence Fighting Cancer va permettre de faire changer le regard porté sur les malades dans le milieu professionnel. J'ai perdu un poumon, j'ai perdu mon travail, mais j'ai jamais été aussi fort. Donc cette compétence, elle existe réellement sur LinkedIn. Donc voilà. La deuxième vidéo que je voulais vous partager aujourd'hui, là pour le coup, c'est le point de vue d'un chef d'entreprise, d'une chef d'entreprise qui a été concernée par la maladie et qui partage justement son changement de regard par rapport au sujet et à la manière dont elle gère le sujet en interne. Je m'appelle Isabelle Guillaumard, je suis la présidente d'un groupe industriel, CCI Production, et je suis la fondatrice du laboratoire Osalis. Le cancer, dans mon entreprise, il est entré pour moi. La position de chef d'entreprise a compliqué un peu les choses, je ne me suis pas arrêtée de travailler. Jusqu'à présent, en tant que chef d'entreprise, la maladie, pour moi, c'était une contrainte. Un salarié malade, c'était un salarié à remplacer. La maladie a changé éminemment mon regard et Anne-Sophie Tuzinski m'a permis de changer mon regard de chef d'entreprise et j'ai découvert que l'on pouvait faire bouger les choses et traiter la maladie autrement en entreprise. C'est un vrai enjeu socio-économique et sociétal et c'est un enjeu pour l'entreprise parce que on perd des talents, on perd des savoir-faire. La surprise d'un management de l'inclusion de la maladie au travail, la maladie grave au travail, c'est que la bobologie diminue. Et donc, ça, c'est, je dirais, ma plus belle victoire. C'est de voir que finalement, l'impact de ce nouveau mode de gestion a eu un impact sur les bien portants. Les bien portants vont mieux. Ils vont mieux parce que finalement, ils travaillent dans une entreprise où l'humain est pris en compte, et où ils savent que demain, il y a un pépin grave. L'entreprise ne les jettera pas dehors et fera tout pour les aider à passer ce cap. Inclure la fragilité, finalement, a été une clé formidable. Depuis 3 ans, l'absentéisme baisse, et il baisse chaque année. Et ce n'est pas la maladie grave, c'est bien la bobologie qui diminue. Et donc, c'est bien l'état d'esprit des salariés qui change, et c'est bien leur bien-être au travail et le bien-être de tous
qui évolue et qui se modifie. Eh bien, depuis maintenant 3 ans, je pense que le groupe CCI Production fait la démonstration qu'il est possible de créer de la valeur humaine, mais aussi de la valeur business. Pardon. Donc voilà pour les partages de cette deuxième vidéo et de l'évolution, voilà, du regard et de la possibilité justement de voir le sujet autrement et d'en faire vraiment une source de création de valeur comme Isabelle le partage, humaine et économique. Concrètement, comment faire? On a vu les enjeux, on a vu les bénéfices. Comment faire aux différentes étapes de la maladie. Ce qui est important d'avoir en tête pour commencer, c'est vraiment qu'on a tous un rôle à jouer. Qu'on soit concerné, qu'on soit aidant, qu'on soit employeur, manager. Vraiment, on a tous la possibilité de favoriser l'inclusion du sujet au travail. Et on peut tous aussi s'appuyer sur les personnes ressources, que sont les ressources humaines dans l'organisation, que sont la médecine du travail évidemment, que sont voilà, les différents organismes qui peuvent agir sur le sujet. Ça, c'est très important de ne pas rester seul et de solliciter justement les professionnels de l'accompagnement par rapport à ça. Et ce qu'on voulait vous partager, c'est différentes bonnes pratiques, même si ça aussi c'est important de l'avoir en tête, qu'il n'y a pas de recette toute faite. Chaque situation est différente, chaque personne est différente et va aborder les choses de manière différente. Par contre, voilà, on a pu constater un certain nombre d'éléments clés qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Ce qui est important de savoir déjà au moment de l'annonce, on l'a vu dans les questions qui se posent, dire ou ne pas dire sa maladie, il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation. Il y a une obligation légale d'envoyer son arrêt de travail, mais il n'y a pas d'obligation de dire la raison et s'il n'y a pas d'arrêt de travail, de parler de sa pathologie. Par contre, évidemment, instaurer un climat de communication et d'échange, c'est bénéfique pour tout le monde. Ça évite les non-dits, les incompréhensions et puis les préjugés qui peuvent s'installer. Mais pour ça, effectivement, c'est important de pouvoir libérer la parole, lever les tabous sur le sujet et puis instaurer la confiance pour favoriser justement cet échange. Et à partir du moment où la personne va se confier, c'est important effectivement d'adopter une posture d'écoute active. Donc, c'est de se rendre disponible, d'être dans le non-jugement et puis de favoriser justement ce dialogue, être à l'écoute des besoins et des attentes. C'est toujours important de mettre les besoins et les attentes de la personne au cœur, comme tout le monde est différent, et donc de poser simplement la question comment tu vois les choses. Est-ce que déjà, une fois que la personne s'est confiée, est-ce que tu souhaites le partager avec le reste de l'équipe? Oui, non, de quelle manière? Voilà, vraiment d'instaurer les choses en fonction de ce que souhaite la personne. Et puis après aussi de fixer les règles, notamment pour s'il y a un arrêt de travail. On en reparlera notamment de la question du lien. D'un point de vue quoi dire, effectivement la question quoi dire, c'est jamais évident parce que là c'est pareil, chaque personne est différente. Par contre, il y a des phrases maladroites effectivement qui peuvent être évitées, des phrases qui sont pas forcément, qui partent jamais d'une mauvaise intention, mais qui sont pas des phrases qui vont forcément effectivement rassurer la personne. Par exemple, par rapport au cancer du sein, ma tante en a eu, elle a guéri, ça va, c'est un petit cancer. C'est pas forcément ce type de phrase qui va rassurer ou soutenir la personne. Par contre, on est là pour toi, tu as tout notre soutien. Tout simplement, effectivement, sont précieuses dans ces épreuves-là. S'il y a un arrêt de travail, là se pose la question du lien. On nous demande souvent, est-ce que j'ai le droit de garder contact avec mon entreprise ou est-ce que j'ai le droit de garder contact avec justement mon collaborateur qui est en arrêt? Alors oui, il n'y a aucune interdiction. Au contraire, c'est même bénéfique pour favoriser le retour après l'arrêt. Il est évidemment pas question là de pouvoir aborder les éléments liés au travail, sauf si c'est une demande de la personne qui souhaite
avoir des informations pour garder le lien. Mais par contre, ça va être plus garder le lien pour rassurer la personne sur son appartenance à l'organisation, pour bah voilà, humainement, tout simplement, prendre en compte la situation et reconnaître effectivement la situation. Donc ce lien, il est vraiment important. Après, c'est important de respecter le choix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez interroger tout simplement la personne sur bah, est-ce que tu souhaites qu'on garde le lien pendant ton arrêt? Si oui, à quelle fréquence? Sous quelle forme? Est-ce que tu préfères qu'on t'appelle, qu'on t'envoie un SMS? Est-ce que c'est toi qui nous donne des nouvelles? Voilà, donc vraiment un peu fixer les règles du jeu ensemble, toujours en accord avec les besoins et les attentes. Et puis, par rapport au lien, si la personne souhaite se concentrer sur ses soins et ne pas garder contact, ça aussi, ça peut être son choix. Il faut le respecter. Il ne faut pas se vexer non plus. Et ce qui est important, c'est de toujours laisser cette porte ouverte. Et peut-être au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois d'absence, renvoyer un message pour dire bah, on est là. Si tu souhaites renouer contact, bah, sache que voilà, tu peux compter sur nous. Parce qu'une personne qui dit je souhaite me concentrer sur mes soins à un moment donné, bah, ça peut être compliqué de revenir un peu par rapport à ça. Et peut-être que ses souhaits ont évolué. Et elle souhaite peut-être renouer contact, mais ça peut être compliqué. Donc il ne faut pas hésiter à laisser la porte ouverte et à tendre la main. Et puis aussi inversement, hein, là au niveau de l'équipe, de pouvoir être à l'écoute pendant l'arrêt de travail du reste de l'équipe qui peut être impliquée dans la construction peut-être de la nouvelle organisation. Est-ce que la personne est remplacée? Est-ce qu'il y a une répartition du travail entre les différentes personnes de l'équipe? Donc vraiment les impliquer et être vigilant à la charge émotionnelle évidemment, mais aussi à la surcharge de travail qui peut notamment s'installer dans la durée. Là aussi, il ne faut pas hésiter à échanger avec les différents interlocuteurs en interne pour trouver des solutions pour que cette absence soit le mieux vécue de la part de tout le monde. Au moment du retour, alors on a vraiment, nous, scindé la phase de retour en 2 étapes distinctes. Il y a la préparation du retour, donc en amont. Ça, pour nous, c'est vraiment une étape à part entière, parce qu'il est vraiment important de pouvoir anticiper et préparer le retour, même si c'est un exercice qui n'est pas toujours évident, parce qu'on n'a pas toujours une date précise de retour. Pardon, excusez-moi. Mais ça n'empêche que c'est important de pouvoir le préparer, l'anticiper. Donc on a parlé du lien, hein, c'est pour ça que ce lien est important, pour pouvoir justement anticiper les choses. Et puis s'il n'y a pas eu de lien pendant l'arrêt de travail, pendant un moment, de pouvoir renouer ce contact justement. Et puis de se mettre, d'échanger en amont avec le collaborateur s'il a des besoins, des attentes, si effectivement il a des conséquences qui vont avoir un impact et potentiellement des aménagements, pouvoir en discuter simplement dans le respect effectivement des choix de la personne, et puis de respecter aussi ce besoin de temps potentiellement au retour. Ce qui est important aussi, c'est de se mettre en lien avec les ressources humaines, la médecine du travail. Et donc, on va parler un tout petit peu plus tard des dispositifs qui existent par rapport à ça pour anticiper justement et préparer au mieux le retour. Mais en tout cas, voilà, l'anticipation et la préparation est vraiment une clé pour se préparer tout simplement le mieux possible, que ce soit la personne concernée ou l'équipe qui est restée en place. Et puis au moment de la reprise, là, ce qui est important, c'est de pouvoir accueillir le collaborateur à son retour. Là aussi, ne pas hésiter à lui poser simplement la question, parce que là, les besoins et les attentes de chacun vont être différents. Mais est-ce que tu souhaites qu'on organise un déjeuner, un petit déjeuner avec l'équipe, oui ou non? Ça peut être tout simplement un mot par SMS le jour de la reprise, ou un petit mot si la personne a un bureau ou quoi que ce soit. Voilà, des petites attentions qui sont vraiment pas grand-chose, mais qui font vraiment la différence. Le réaccueil est vraiment une phase importante. L'importance aussi de pouvoir impliquer le salarié et de mettre en place un plan de reprise
avec un suivi régulier, effectivement, notamment s'il y a besoin d'aménagement par rapport à la charge de travail, par rapport à, voilà, à la reprise du poste, tout simplement, comme on pourrait le faire pour l'accueil d'un nouveau collaborateur. Et là, on réaccueille un nouveau collaborateur après un arrêt de longue durée, parce que les besoins et les attentes aussi, après l'épreuve de vie de la maladie, peuvent changer. Il y a des conséquences aussi des traitements qui peuvent avoir un impact, hein, et donc c'est important de pouvoir le prendre en compte, d'en discuter et de prendre le temps en faisant preuve de flexibilité et de patience. C'est vraiment là pour le coup investir dans la durée. Et puis toujours ne pas rester seul, se faire accompagner des différentes personnes ressources. Parce que c'est vraiment une épreuve de vie qui peut être source de solidarité et de performance vraiment dans les équipes. Donc, il ne faut pas hésiter justement à aborder les choses de cette manière-là pour que ce soit gagnant-gagnant. Est-ce que vous avez des questions à ce stade avant de rentrer dans le détail des dispositifs, là pour le coup, qui peuvent vous accompagner sur ces... Est-ce que vous avez posé des questions ou vous avez des réactions? Sinon, Pas de questions, Claire. pas de questions. Alors, je continue du coup sur les ressources pour vous accompagner. Donc, il y a différents dispositifs légaux. Il y a le rendez-vous de liaison. Donc ça, c'est un nouveau dispositif donc, qui est mis en place depuis le 31 mars 2022, qui permet justement, dans cette notion de lien, de l'importance du lien pendant l'absence, d'organiser un rendez-vous entre l'employeur, le collaborateur, pendant l'arrêt de travail. Donc c'est pour tous les arrêts de plus de 30 jours. C'est un rendez-vous qui est facultatif, hein, il n'y a pas d'obligation, donc le collaborateur peut le refuser. Par contre, c'est l'occasion justement de garder le lien, d'étudier, de prendre connaissance des dispositifs ou des personnes qui peuvent accompagner pendant l'arrêt ou après, justement au moment de la reprise. Donc ça permet justement, comme ça porte bien son nom, de garder le lien, tout simplement, mais de manière un petit peu formelle, effectivement, lors d'un rendez-vous entre employeurs et collaborateurs. Par rapport à la préparation du retour, on a vu tout à l'heure l'importance de l'anticiper, de le préparer. Donc là, il y a des dispositifs de visite de pré-reprise et de reprise avec la médecine du travail. La visite de pré-reprise, c'est donc en amont du retour. Là aussi, c'est un dispositif qui est facultatif, mais qui est fortement recommandé pour justement donc, se rapprocher de la médecine du travail, étudier les conditions de retour. Est-ce qu'il y a un besoin d'aménagement de poste ou de temps de travail? Voilà, donc c'est vraiment pouvoir étudier ça pour que le retour se passe dans les meilleures conditions. Et la visite de pré-reprise, elle peut être renouvelée plusieurs fois si nécessaire. Et donc de le faire aussi en amont le plus tôt possible du retour. Et la visite de reprise, pour le coup, là c'est un dispositif obligatoire dans les 8 jours après la reprise pour justement mettre en œuvre les dispositifs ou les aménagements potentiels qui peuvent être mis en place. Il y a également le temps partiel thérapeutique, donc là qui est un dispositif qui peut permettre justement de reprendre progressivement. Donc c'est limité dans le temps, hein, c'est sur un temps donné. On entend souvent parler de mi-temps thérapeutique, mais le temps partiel thérapeutique qui peut être de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Donc c'est pas forcément un mi-temps à proprement parler. Et là aussi, c'est évolutif et ça permet justement à la personne de revenir progressivement. Et pourquoi? Parce que tout simplement, une personne qui a envie de revenir mais qui a encore besoin de temps pour ses soins, ça peut être très utile. Et c'est très utile aussi, puisqu'il y a là pour le coup des études qui ont été menées sur l'impact positif du travail sur le processus de soins également. Et puis aussi sur le long terme, de revenir progressivement, ça évite potentiellement une surcharge avec une reprise à temps plein, par exemple. Il y a également la RQTH. Donc la RQTH, c'est la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Alors, on ne fait pas toujours le lien entre maladie et handicap. Pourquoi on parle de RQTH dans un webinaire qui parle de cancer et travail? Tout simplement parce que les conséquences invisibles dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, les douleurs, les difficultés de concentration, les pertes de mémoire, ça peut ouvrir droit à une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé quand justement ça a un impact important au quotidien et notamment sur le travail.
Et cette reconnaissance, ça va vraiment permettre à la personne de pouvoir bénéficier d'un accompagnement spécifique, avec là aussi des personnes qui sont référents sur le sujet du handicap, et puis d'aménagements particuliers, peut-être de formation, voilà, donc toute une prise en charge pour permettre à la personne de se maintenir en emploi dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas toujours évident parce qu'on ne fait pas toujours le lien entre maladie et handicap, et puis parce qu'il y a beaucoup de représentations, mais vraiment, c'est utile pour les personnes qui en ont besoin et effectivement qui ont ces conséquences invalidantes au quotidien. Et puis aussi, au retour, ce qui est important, c'est entre le collaborateur, le manager, la mise en place d'un entretien, effectivement, de retour pour faire le bilan de la période qui s'est écoulée. C'est important de pouvoir se mettre à jour des nouveautés par rapport à l'activité et puis, justement, de mettre en place un peu le plan de retour avec les étapes de suivi de manière régulière. Au-delà de ces principaux dispositifs légaux, il y a des dispositifs négociés, donc là qui vont dépendre de vos accords spécifiques, donc propres vraiment là à vos métiers, vos accords de branche, mais aussi ça peut être des accords d'entreprise spécifiques à votre organisation, et puis des dispositifs qui sont effectivement négociés dans le cadre de vos contrats de santé et de prévoyance. Et donc là, je vais laisser la parole à Bruno de Malakoff Humanis qui va vous présenter plus en détail justement tous ceux dont vous pouvez bénéficier en tant qu'assuré Malakoff Humanis. Merci Claire. Effectivement, moi je m'appelle Bruno Magny, je travaille à la direction des engagements sociaux et sociétaux du groupe Malakoff Humanis. Donc de quoi s'agit-il? En fait, nous sommes l'action sociale du groupe Malakoff Humanis, tous les dispositifs qui tournent autour de vos contrats santé et prévoyance que vous avez pu souscrire auprès de notre groupe de protection sociale. Donc autour de cela, nous on est doté chaque année de fonds par nos administrateurs pour vous accompagner sur des thématiques que nous allons voir, les thématiques principales que je vous ai affichées, si tu veux bien, Claire. Voilà, donc qui sont en fait ces 5 axes prioritaires, qui sont notamment le handicap, les aidants, le bien vieillir, les fragilités sociales et le cancer qui nous réunit aujourd'hui. Donc qui est devenu une thématique très forte dans nos dispositifs d'accompagnement. C'est assez récent. Effectivement, jusqu'alors, on n'avait pas forcément cette thématique-là dans nos axes d'accompagnement, mais on l'a développé tout récemment avec des partenaires comme Claire et We Care at Work. Donc, que proposons-nous en fait autour de ces thématiques du cancer? Effectivement, nous sommes à vos côtés, mais on propose différents accompagnements, comme aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est-à-dire un webinaire avec un atelier pour sensibiliser autour de cancer et travail, mais aussi des guides pratiques qu'on met à disposition des salariés pour mieux appréhender le retour au travail, et aider aussi les managers à mieux comprendre un salarié qui aurait été touché par un cancer, et puis différentes solutions. Et celle que je voulais notamment vous partager aujourd'hui, c'est à la fois la ligne Mission Éco, hein, qui est l'accompagnement et les aides individuelles autour de la thématique du cancer. Et puis avec Claire aussi, la ligne téléphonique Allo Alex, que nous verrons après, qui va aider à la fois les entreprises et leurs managers, mais également les salariés à pouvoir bénéficier, en tout cas avoir des explications, des orientations sur des problématiques qui seraient liées à leur retour à l'emploi ou à la vie avec le cancer. Donc, pour faire bref, mais c'était juste pour vous sensibiliser autour de cette thématique, je voulais donc vous partager quelques accompagnements autour des aides. J'attends que la slide s'affiche. Voilà, elle arrive. Donc, la ligne Mission Écoute Conseil Orientation. Donc, un seul numéro de téléphone à retenir qui est le 39 96. Derrière ce numéro, qui se cache-t-il? En fait, on va retrouver des assistantes sociales Malakoff Humanis qui vont accompagner le salarié qui va appeler autour de ces problématiques qui vont être diverses et variées. Il y aura une approche globale, un diagnostic qui sera fait autour de sa problématique. Et puis, derrière, des possibilités de participation financière, notamment pour des soins de support.
Notre contribution financière va jusqu'à 1 200 € par an sur sur des consultations de spécialistes, des restes à charge de consultations de spécialistes, des compléments alimentaires nécessaires aux soins et à la maladie, et notamment tout ce qui est lié au tatouage 3D, par exemple, pour les femmes, ou des soins, des spécificités liées à la maladie qui ne seraient pas pris en charge par les aides légales ou extra-légales, puisque nous, on intervient toujours après les aides légales et extra-légales. Donc, on pourrait accompagner un salarié en difficulté financière à hauteur de 1 200 €. Et puis aussi, la mise à disposition d'un CESU accompagnement cancer. Là aussi, c'est des chèques emploi-service qui permettent de prendre soin, en tout cas de pallier une difficulté, un retour, euh, un retour de soins qui nécessiterait l'aide d'une aide à domicile. Voilà, c'est une possibilité de le financer au travers et avec ces chèques emploi-service. Donc voilà, rapidement, ce que je voulais vous partager, c'est de vous dire qu'effectivement, Malakoff Humanis, on est à vos côtés. On a pris à bras-le-corps cette problématique qu'est le cancer, et on a vu les effets importants. 1 200 déclarations de situation de cancer par jour, c'est pas rien dans un pays comme le nôtre. Donc, on a, nous, décidé d'en faire une cause principale. Et donc, on vous accompagne. Je dirais que si vous devez retenir, en tout cas pour ma partie, qu'une seule chose, c'est ce fameux numéro de téléphone, le 39 96, et de vous inviter, en fonction de vos problématiques, à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner et en tout cas solliciter une aide de notre part. Et puis, je voulais aussi aborder, et ça, Claire va mieux en parler que moi, c'est la ligne info Allo Alex, qui est à la fois une plateforme et ligne d'info qui permettent d'accompagner. Et je te laisse en parler mieux que moi pour Oui, donner plus de merci. détails. Merci Bruno. Donc 2 mots effectivement sur ce service qu'on développe chez We Care at Work. C'est vrai que je me suis pas présentée en détail au début, mais notre mission, c'est d'accompagner les employeurs et leurs collaborateurs sur ce sujet de l'inclusion de la maladie au travail. Et on développe différentes solutions, notamment cette plateforme. Donc il y a un numéro vert, le 0800 400 310. Et donc là, qui vraiment va répondre de manière spécifique à toutes les questions qui peuvent se poser pour mieux concilier cancer, maladie et travail, que l'on soit directement concerné en tant que patient, que l'on soit aidant ou que l'on soit manager, professionnel des ressources humaines. C'est une ligne d'information et d'orientation. Donc justement, par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser, est-ce que je dois le dire, comment ça va se passer, comment je prépare mon retour, voilà, donc pouvoir informer et orienter après vers les différents professionnels. Et puis à côté de cette plateforme, de cette ligne téléphonique, une plateforme numérique, donc là qui va accompagner un peu plus de manière précise la personne avec un ensemble de contenus spécifiques aux différentes étapes effectivement de la maladie. Donc voilà pour les ressources qui existent pour vous accompagner, les dispositifs, et puis voilà, vraiment au sein de chaque organisation, hein, les personnes ressources, que sont les ressources humaines, la médecine du travail, ne pas hésiter à s'en rapprocher pour être informé justement par rapport au sujet.